board. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ce matin, nous, we welcome Marlene Thompson pour dire en éthique professionnelle dans les soins infirmières. Bienvenue, Marlene. Bonjour Barbara, bonjour tout le monde. Nous allons parler de l'éthique professionnelle dans les soins infirmiers, comme Barbara l'a dit tantôt. Et nous savons que l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale. L'éthique permet de déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est légitime de faire et ce qui est illégitime. Quand on parle de légitime, on sait que... Quand on dit légitime, c'est tout ce qui est justifiable dans les soins. Donc l'éthique est la morale. Nous pourrions dire par exemple que la morale qualifie... On pourrait dire que la morale qualifie plutôt ce que nous rencontrons dans les mœurs. Donc le mot éthique, par contre, sera employé pour distinguer de manière plus nette, plutôt plus consciente ce que nous considérons comme bon ou comme mauvais. Donc maintenant, nous allons voir les différentes origines des codes d'éthique. En 1966, il y a eu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, où il est écrit que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc, en particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. En 1964, il y a eu dans la déclaration, un document même de la déclaration d'Helsinki en matière d'éthique de la recherche biomédicale. En 1946, bien avant, le code de Nuremberg, où les règles d'éthique pour la recherche impliquaient des sujets humains. Donc, tout ce qui implique les sujets humains, il y va du consentement volontaire de cette personne. Donc, on ne peut parler d'éthique professionnelle sans faire allusion aux principes déontologiques appliqués aux soins infirmiers. Les 4 responsabilités essentielles de l'infirmière sont de promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les soins infirmiers sont universels, donc le respect à la vie, de la dignité humaine et des droits de l'homme font partie intégrante des soins infirmiers. Donc, les soins ne doivent pas être influencés par aucune considération de nationalité, de couleur, de race, d'âge, de sexe et d'ordre politique et social. On va voir la relation entre l'infirmière et l'individu. Parce que tout au long, nous allons parler de l'infirmière et le malade, l'infirmière et les collègues, l'infirmière et d'autres collaborateurs. Là, c'est l'infirmière et l'individu comme tel qui vient recevoir des soins. La responsabilité primordiale de l'infirmière, c'est de donner des soins infirmiers aux patients qui en ont besoin. Donc, dans l'exercice même de sa profession, l'infirmière crée une ambiance dans laquelle les valeurs, les coutumes et puis les croyances de la personne sont respectées. Donc, l'infirmière, elle est liée aussi par le secret professionnel, parce que l'infirmière, tout comme le médecin a fait le serment d'Hippocrate, l'infirmière a fait le serment en Haïti de Florence Nightingale, parce que c'est ce qui était bien connu ici et les infirmières connaissent ce serment par cœur et ne communiquent qu'à bon escient les informations qu'elles possèdent. L'infirmière et l'exercice comme tel, dans l'exercice même des soins infirmiers, elle assume une responsabilité personnelle dans l'exercice des soins infirmiers et par une éducation permanente, est tenue de maintenir à jour ses connaissances professionnelles. Donc l'infirmière maintient des soins infirmiers à un niveau très élevé compte tenu de la réalité d'une situation spécifique. Donc c'est pourquoi il est très important, on comprend l'exemple dans les maladies infectieuses, la formation qui est donnée, ça permet à l'infirmière de prendre en compte, de soigner vraiment selon la réalité de la situation
de la zone desservie. Lorsqu'elle accepte et délègue des responsabilités, l'infirmière évalue avec un esprit critique ses propres compétences et aussi celles de ses collègues, capables ou non capables. Dans son activité professionnelle, l'infirmière fait preuve en tout temps d'une conduite qui honore sa profession. C'est pourquoi nous allons voir dans les règles, en règle générale, comment l'infirmière doit se comporter dans les soins. On va voir l'infirmière et la société, c'est plutôt de manière générale, l'infirmière et ses collègues. Mais en profondeur, nous allons voir exactement ce qui en est du comportement de l'infirmière et de l'éthique professionnelle dans les soins infirmiers. L'infirmière partage avec ses concitoyens la responsabilité de prendre l'initiative d'établir et d'appliquer les mesures à répondre aux exigences sociales et de santé de la population. Ça rentre. Lorsqu'on parle de tout ceci, lorsqu'on fait le serment d'Hippocrate, le serment de Florence Nightingale, on voit bien le comportement de l'infirmière face à la société, face à l'individu et face à ses collègues. Donc l'infirmière, face à ses collègues, coopère avec tous ceux avec lesquels elle travaille. Donc tant dans le domaine des soins que dans d'autres domaines. L'infirmière prend toute mesure pour protéger l'individu lorsqu'un collègue ou une autre personne lui donne des soins qui le mettent en danger. Donc c'est pourquoi il est très important, ce n'est pas du racontage, du tripotage, mais du moment que des soins sont donnés par d'autres personnes qui ne respectent pas l'éthique professionnelle, il doit y avoir un rapport. Parce qu'automatiquement, les infirmières en chef le sont, mais de consoeur à consoeur, ça doit se faire. Parce qu'il y va de la vie de l'autre. L'infirmière et la profession. Il appartient à l'infirmière de définir et d'appliquer les normes souhaitables à l'exercice et à l'enseignement des soins infirmiers. L'infirmière contribue activement à développer les connaissances propres à la discipline des soins des infirmiers. L'infirmière prend toute mesure, prend toute mesure nécessaire pour protéger l'individu lorsqu'un collègue ou une autre personne lui donne des soins qui le mettent en danger. Il appartient à l'infirmière de définir et puis d'appliquer les normes à l'exercice et à l'enseignement des soins infirmiers. L'infirmière, par l'intermédiaire de son organisation, participe dans le domaine des soins à la création et au maintien des conditions de travail équitables sur les plans économiques et sociaux. Donc, elle contribue activement à développer les connaissances à la discipline des soins infirmiers. Donc maintenant, nous allons voir le malade, comment le malade est vu par l'infirmière. Donc le malade, c'est une personne qui est à part entière, qu'il importe de respecter. C'est en garantissant son droit à exprimer son opinion et puis en prenant en considération son âge, sa personnalité, son degré de maturité, son état de santé. Donc la relation qu'il y a entre un soignant et un soigné, qu'il soit un enfant, un adulte ou autre, c'est la relation qui s'établit entre le malade et l'entourage du patient. Cette relation va se reposer sur les connaissances de l'infirmière et sur la bienfaisance. L'infirmière a les connaissances et puis le devoir de l'utiliser pour le bien-être de son malade. Tandis que les soins qui s'inscrivent dans le respect des principes déontologiques et principes d'éthique biomédicale et aussi dans la prise de conscience que des situations peuvent amener à des excès dangereux qu'il faut éviter. Donc, l'éthique professionnelle, pourquoi avoir l'éthique dans les soins infirmiers? Donc, le personnel infirmier doit observer une ligne de conduite qui lui permet d'avoir de bons rapports avec les patients, que ce soit avec ses collaborateurs, comme on a vu tantôt, que ce soit avec le patient lui-même et l'institution qu'il emploie. Donc, avec les collaborateurs, comme on a dit, c'est ne pas nuire à la réputation de l'autre, mais faire ce qui est bien pour la santé du patient. Être sincère, être franc, servir d'exemple et offrir une coopération loyale et généreuse. Avec les patients, donc dans les règles d'éthique, les règles d'éthique imposent au personnel infirmier d'inspirer confiance, de travailler, avec discrétion et impartialité, de faire preuve de compréhension vis-à-vis du patient et de sa famille, d'agir avec compétence, de faire preuve d'un dévouement sincère, d'être disponible pour les soins aux malades, de respecter l'intimité du malade, de ne pas solliciter de cadeaux de ses patients et de saisir toutes les occasions pour faire l'éducation du patient. Donc, face à l'institution qu'il emploie, l'infirmière doit être loyale, doit respecter la hiérarchie, doit être régulière
doit être ponctuelle, l'infirmière doit être disciplinée, éviter d'utiliser le matériel et les médicaments à des fins plutôt personnelles et à bon escient, d'être disponible pour les besoins de l'institution et de veiller à l'entretien du matériel et d'éviter le gaspillage. Là, nous savons que nous avons vu les principes déontologiques, le comportement de l'infirmière en général, de ce qui a trait aux soins aux patients. Nous savons que quand il s'agit d'éthique, il y a 3 principes fondamentaux pour l'éthique. Le respect de la personne, indistinctement, la bienfaisance et la justice. Tout être humain a droit au respect de sa vie privée. Il ne faut pas négliger l'opinion du patient. On doit l'informer avec des termes qu'il puisse comprendre, qu'il puisse donner son accord. Donc, c'est très rare que nous le faisions. On arrive, madame vient faire ça pour virer corps. Donc, c'est très rare que nous prenions en compte l'idée de l'autre, la personnalité de l'autre. Donc, respecter la personne, ce n'est pas respecter ses caprices, c'est respecter l'autre en tant qu'être humain. Donc, la relation de soins implique l'écoute, le dialogue, la confiance et la patience. Donc, le malade, il doit être suffisamment informé, il doit comprendre, parce que ce que normalement l'infirmière devrait faire, c'est la relation d'aide. Le plus souvent, lorsque une infirmière soigne, la relation d'aide est toujours laissée de côté, est mise de côté comme la personne ne comprend pas exactement ce qui est fait. La personne ne comprend pas exactement et automatiquement la personne ne participe pas vraiment, donc ne subit les soins. Donc on peut dire que le malade possède des qualités, des capacités mentales aussi suffisantes pour comprendre tout soin. Ça va dépendre de la relation, du dialogue qui va être fait pour se mettre au niveau de la personne et faire à la personne comprendre les soins qui lui sont donnés. Donc, la décision n'appartient pas au médecin, mais au patient qui a le droit de refuser un traitement. On va prendre le cas d'un témoin de Jéhovah. La personne refuse de prendre du sang et il importe à cette personne de recevoir. Est-ce que si ce n'est pas un enfant où il faut une décision à part, si la personne décide de ne pas recevoir le sang, quel est le comportement de l'infirmière, quel est le comportement du médecin face à ça? Le respect de la personne est primordial. Le respect de l'autonomie qui exige que quiconque est capable de discernement quant à ses choix personnels. Donc, soit traité dans le respect de cette faculté d'autodétermination. Donc, la protection est restreinte, elle est limitée dans certains cas, comme les personnes qui sont inaptes, les personnes vulnérables, les enfants, les cas des adolescents, les prisonniers, les analphabètes. Donc, on va prendre indistinctement les personnes qui sont inaptes, les personnes qui sont plutôt vulnérables. Donc, il faut qu'il y ait un consentement. Lorsqu'on explique à quelqu'un, par exemple, on prend toujours le cas de don de sang dans le cas de témoin de Jéhovah, donc il faut un consentement éclairé. La personne doit comprendre. Et si la personne n'est pas en mesure de faire, donc il faut qu'il y ait une autorisation. Donc, quand il s'agit de prisonniers ou autres, lui, il peut donner son avis, ou bien d'enfants, l'autorisation du représentant du mandataire à ses défaits, conformément aux droits applicables. On peut même arriver à la justice dans certains cas. Donc, la dispense du consentement éclairé doit être considérée comme exceptionnelle, inhabituelle. Et dans tous les cas, est approuvée, soit par un comité d'éthique, du moment que la personne ne peut pas. Même si la personne peut, du moment que il faut qu'il y ait toujours soit un comité d'éthique, si le comité existe dans l'institution, ou un comité des chefs de service, parce qu'on ne peut prendre de décision seul. Donc, les enfants, les prisonniers, on va en parler. Donc, une justification s'avère nécessaire. Donc, les mesures qui visent à protéger leurs droits et leurs biens doivent être strictement appliquées. Donc, le parent ou la personne légale, responsable de l'enfant, doit donner son accord. L'enfant, jusqu'à un certain âge, peut, dans la mesure du possible, donner son accord et dire oui ou non et expliquer, parce que ça va dépendre de la compréhension de l'enfant des soins qui lui sont impliqués. Donc, l'enfant puisse à tout moment refuser également de participer. Donc, le respect de la personne va jusqu'à respecter le droit de l'enfant à recevoir ou à prendre des soins. Le respect de la vie privée signifie qu'il faut garder secret, qu'il faut garder caché ce qui n'est pas d'intérêt public ou d'usage public. Le faisons-nous?
Ainsi, les tests, les entrevues, les examens physiques doivent être systématiquement conduits à l'écart du public. Est-ce que les conditions où nous donnons les soins vont au respect de la vie privée du patient, du malade ou de tout individu? Comment peut-on définir la confidentialité dans certains cas? Par exemple, les dossiers médicaux qui sont laissés sans soins, sans surveillance, qui sont déposés sur les tables. L'établissement hospitalier laisse une possibilité également aux personnes étrangères, certains établissements par contre, d'aller dans les dossiers, d'accéder directement à des documents couverts par le secret médical. Et puis le dossier des mineurs, il faut l'autorité parentale. Donc, est-ce que les parents également peuvent avoir accès directement au dossier médical d'un enfant ou d'un proche? Tout le contenu du dossier lui est intégralement communicable. On dit que tout, mais les notes préparatoires d'évolution, de diagnostic, de réflexion, de remarques, tout ça peut lui être communiqué. Mais il faut penser maintenant au respect de la personne et au secret professionnel. Donc, il faut toujours parce que ça amène au dilemme. Est-ce que le fait de savoir que le malade a un cancer, est-ce que la personne peut immédiatement le savoir ou est-ce que ce sera aux parents de savoir comment le secret va être caché? Quelles sont les informations à donner au patient? Est-ce que tout le contenu du dossier peut être communiqué? Ça, c'est un dilemme. C'est pourquoi il est toujours important qu'il y ait un comité d'éthique au niveau des institutions, au comité des chefs de service, à prendre des décisions, à savoir exactement est-ce que les notes qui figurent dans le dossier, est-ce que ces notes peuvent être communiquées directement soit aux parents, soit à la personne malade directement. Est-ce que toutes les notes personnelles aussi de l'infirmière peuvent être transmises aux patients? Donc, une note personnelle, si elle a été conservée, est transmissible si elle a été conservée et a contribué au diagnostic ou au traitement. C'est pourquoi il est très important lorsque certaines notes sont notées et ne devraient pas être communiquées. Est-ce que cela devrait figurer dans une note ou confidentielle, dans une note à part, ou parce que normalement, si tout le contenu du dossier peut être communiqué au patient, quelles sont les notes qui doivent figurer dans ce dossier? Ça, c'est très important qu'il y ait cette discussion au niveau des soins, au niveau du service de soins, à savoir exactement quel document le malade peut avoir accès ou pas. Est-ce que le dossier peut rester sur la table? Est-ce que le dossier peut traîner? Parce qu'il y a des patients qui portent avec leur dossier et qui reviennent avec tout le contenu du dossier, qu'il y ait confidentialité ou pas. Rien n'interdit aussi de faire figurer dans le dossier médical de patient des informations concernant des tiers de l'extérieur, des gens qui portent, et puis le médecin ou l'infirmière peut noter que le comportement de telle ou telle personne est inapprécié dans le service. Automatiquement, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on écrit ou qu'est-ce qu'on n'écrit pas. Est-ce que ça a un rapport direct au diagnostic ou au traitement? Avant d'inscrire toute note dans un dossier, il faut voir exactement quelles sont les notes qui vont contribuer au diagnostic ou au traitement. Il faut veiller à ne pas mentionner aussi dans une pièce du dossier susceptible d'être vue par le patient des notes qui ne devraient pas être divulguées avant qu'il y ait un consentement ou avant qu'il y ait une discussion d'un comité ou autre. Donc, dans certains pays, le patient dispose d'un accès direct aux informations. Est-ce que chez nous, le patient, il dispose de cet accès? On sait que le droit à la confidentialité n'est pas absolu. Ce n'est pas un droit absolu. Donc, son retrait devient nécessaire lorsque la vie est mise en danger. On peut prendre l'exemple d'un médecin qui est blessé automatiquement et qui est contaminé par le VIH et qui peut transmettre la maladie à d'autres. Mais là, automatiquement, il convient d'évaluer la gravité et l'imminence de ce risque. Parce que le médecin, il est gardé sur le secret professionnel. Automatiquement, les patients qui ont été soignés, est-ce qu'ils ont le droit de savoir que ce médecin, c'est un médecin ou bien l'infirmière qui a donné des soins, où il y a eu contact direct avec le sang de l'autre? Est-ce que c'est un droit absolu maintenant, le droit à la confidentialité? Donc, il faudra procéder maintenant, ça dépend de la discussion, que ce soit une levée de la confidentialité ou si le cas il s'avère grave et imminent.
Ça, c'est toujours, ça peut arriver même à la justice, parce que nous allons voir dans les 3 principes fondamentaux on est encore au respect de la personne. On est encore au respect de la personne, où il y va de la confidentialité des soins qui sont donnés. Il arrive toutefois que le droit à la confidentialité entre en conflit avec d'autres droits, le droit d'autrui, le droit de connaître la vérité sur son état de santé. Donc, il faut toujours trouver un compromis entre ces droits et intérêts divergents. On arrive à dire que le patient soit incapable d'accepter la gravité de sa maladie et que le fait de révéler ces informations puisse lui porter préjudice. Une personne pourrait se décourager et puis se faire du tort ou entrer en dépression. Donc, l'objectif des soins infirmiers ou bien du médecin qui est de soigner le malade et non de lui porter préjudice doit se poser la question à l'égard de certains patients. S'il convient de donner la vérité, de dire la vérité, ou bien s'il convient de donner telle ou telle information précise sur le cas du patient. Donc, il convient de noter que le fait de ne pas révéler les informations devrait s'expliquer par la volonté de protéger le patient. Donc là, on rentre toujours, c'est pourquoi soigner rentre toujours dans un dilemme éthique qu'on pourra après en discussion voir. La décision qui sera prise doit tenir compte d'une part des droits fondamentaux du patient à la dignité, au respect et d'autre part de la peur de lui porter préjudice. Dans la législation, dans certains pays, ont inscrit dans leur législation nationale, comme il a été stipulé à l'article 9 de la Déclaration universelle sur les droits de l'homme, que la vie privée des personnes concernées et la confidentialité des informations les touchant personnellement devraient être respectées. Dans la mesure du possible, ces informations ne devraient pas être utilisées, diffusées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Donc, automatiquement, dans cet article, donc, ça dit tout. Passons à l'autre principe fondamental de l'éthique, qui est la bienfaisance. C'est une obligation d'apporter le plus grand bien possible et de réduire le plus possible tout ce qui peut porter préjudice. La visée éthique du principe de bienfaisance se résume ainsi: c'est veiller au bien-être du malade, éviter de lui causer du tort et puis préserver à tout prix la vie du patient. Le professionnalisme en soins infirmiers ou en soins de médecin repose sur les principes de bienfaisance qui est énoncé dans les serments que nous connaissons, que ce soit d'Hippocrate et de Florence Nightingale. Donc, la bienfaisance, c'est la non-malfaisance. Parce qu'on peut penser faire du bien à quelqu'un, mais la personne peut penser qu'on est en train de lui faire du tort. Comment en même temps on fait du bien, pourrait-on lui faire du mal? Certaines fois, pour soigner un malade, on doit lui causer des désagréments. Le mauvais goût des médicaments, donner une injection, les effets secondaires de la chimio, ou bien faire un pansement douloureux. On doit vouloir le plus grand bien, même si ça peut causer des désagréments. La justice, c'est le troisième principe fondamental qui a été noté d'éthique, c'est de traiter chacun conformément à ce qui est équitable et approprié, puis de donner à chacun ce qui lui est dû. Chaque individu a un droit égal au système de santé, qui soit le plus étendu sur une base égale, sans partialité. Ce principe renvoie à la notion de justice distributive, qui suppose la répartition équitable, donc à personne égale, traitement égal. Il y a certaines infractions qui sont considérées ainsi, il y a certains points qui sont considérés ici comme infractions. C'est tout échange d'informations sur un dossier de patient en présence de parents ou d'autres personnes non intéressées. Et puis des dossiers qui vont dans les sacs, que ce soit de médecins, d'infirmières, de parents de malades, qui vont dans les quartiers, dans les zones avoisinantes, où toute transmission, où toutes les informations circulent. Et puis toute transmission aussi de données d'un dossier de malade dans les escaliers, dans les couloirs. Toute consultation de dossier médical, soit d'un autre collègue, d'un voisin, sans autorisation ou d'un parent. Une infirmière en chirurgie a un voisin en orthopédie, veut tout simplement savoir, va trouver l'autre, pose des questions et qui répond ouvertement. Donc, toute divulgation de diagnostic de malade et tout renseignement fourni à l'extérieur sur l'hospitalisation de personnes dans une institution de soins.
j'apporte des enseignements à l'oncle, à la tante de la personne qui est hospitalisée. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Comme nous parlons d'éthique professionnelle, nous allons voir exactement, en règle générale, l'infirmière, ce qu'elle doit respecter, ce qu'elle doit. Premièrement, c'est respecter la dignité de son uniforme, ça rentre dans l'éthique professionnelle, d'être très pointilleuse dans la dispensation des soins, d'éviter aussi d'être discriminatoire, stigmatisant dans les soins aux malades et dans les rapports avec les parents des malades, de veiller à la confidentialité des dossiers des malades, d'éviter la familiarité avec les patients et puis de vérifier que toute transmission de données à des professionnels ou parents autorisés ne puisse être utilisée à d'autres fins que celles requises. L'infirmière doit avoir une tenue décente, porter une tenue soignée même pendant l'horaire de nuit, d'accorder une attention particulière à l'hygiène corporelle, d'éviter de manger, de se coiffer, de se coucher, de dormir dans les unités de soins, ce n'est pas du tout éthique, d'éviter de faire de la propagande pour les médicaments, les produits de beauté et les produits alimentaires, d'éviter de vendre des médicaments aux patients et à leurs proches. En règle générale également, on doit veiller au respect des personnes durant les consultations, durant les soins, de veiller à ce que les dossiers ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées, de ne pas laisser traîner les informations importantes figurant dans les dossiers, de donner mandat à une personne pour avoir accès à un dossier qui n'est pas en sa possession. Individualiser et rendre confidentiels les soins aux patients. Donc, dans tous services, que ce soit les services d'hospitalisation, pour les services d'hospitalisation, pour les consultations ambulatoires, les examens gynécologiques, d'individualiser tous soins aux patients. Il n'existe certainement pas de loi spécifique sur le droit des patients en Haïti, mais il existe des dispositions et postes qui concourent à la protection des droits des malades. Nous donnons des soins et nous ne faisons pas toujours attention à ce que nous faisons, parce que nous ne faisons pas attention au respect de l'autre. Mais il y a dans les principes d'éthique, il y a les 3 principes fondamentaux qu'il faut toujours se rappeler. Il y a le respect de la personne, la justice, la bienfaisance. Merci. 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 Well, are there questions? Questions? We have a nice audience today. Yes. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question pour Marlène. Marlène, tu as parlé des infractions. On va juste les reprendre un peu. Bon, infractions, transmission de données des patients à d'autres. Est-ce qu'il y a des mesures? Je ne sais pas, est-ce que quand on prend une infirmière sur le fait, est-ce qu'il y a des mesures au niveau de la législation? Qu'est-ce qu'on fait avec cette infirmière qu'on voit en fraguant des lits, en train de transmettre ou en train de vendre des médicaments? Hein? Normalement, l'institution devrait prendre des mesures parce que normalement, dans les règlements des institutions, il faut qu'il y ait une note qui décrit exactement le comportement de l'infirmière. Éthiquement, l'infirmière ne doit pas vendre. Dans les règlements internes, il faudrait que l'infirmière subisse des conséquences. Tout ceci doit être inscrit dans les règlements de l'institution. Chaque institution a ses règlements internes. L'infirmière qui est surprise en train de vendre des médicaments, l'infirmière qui est en train de soit entrer en relation avec le patient ou bien qui transmet des données, qui laisse traîner, même laisser traîner les dossiers des patients devrait avoir des conséquences. Au niveau, non seulement au niveau éthique, mais au niveau des règlements internes, il devrait y avoir des décisions prises pour cette infirmière. Parce que jusqu'à présent, aucune infirmière ou bien aucun cas n'a été transmis à la justice, mais si par exemple cela arriverait, l'infirmière devrait répondre de ses droits et de ses devoirs. Donc, Barbara, I was asking Marlene about infraction. You know, when a nurse is like selling medication or any product or sleeping with patient, right. what they should do with her. But
say that every institution have the internal, I would say, rules. But we need a board of nursing. Je crois que si on a un ordre des infirmières, oui, ce sera mieux pour nous parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est fait et c'est perpétuel. C'est tout le temps là. Oui, on entend toujours ça. Une infirmière après ceci, une autre infirmière après ça, mais la situation est toujours la même. Ça change, rien ne change. On rencontre une infirmière dans les rues, par exemple, les infirmières qui vont directement travailler avec leur uniforme. Non, automatiquement, non seulement c'est pas éthique, au niveau des règlements, il n'est pas noté qu'une infirmière doit venir vêtue. Mais l'institution ne disposant pas de vestiaire ou de salle pour les infirmières, donc ça crée des situations. Donc justement, il y a toujours l'ajustement qui se fait. Mais pour les vestiaires, c'est compréhensible. Mais quand il s'agit de soins, de donner des soins, de prendre soin, de faire des erreurs, ça c'est différent. Ouais, Claudia, oui. Allô? Hi, Oui, bonjour. Bonjour. Hey, bonjour, je suis Madame Amazon. Madame Amazon. Bonjour. Une question? Oui. Justement, pour faire suivre à la question de Claudia, je voudrais savoir, on parlait des femmes, des individus ne doivent pas vendre des médicaments dans les institutions où elles travaillent. Et est-ce qu'elles peuvent maintenant vendre d'autres produits, même quand ce n'est pas dans les institutions hospitalières, mais dans d'autres institutions? Non, non, je comprends. Il est complètement interdit de vendre ou d'acheter quoi que ce soit dans les institutions de santé. Parce que c'est pas un lieu de soins. C'est pas normalement, il y a des colporteurs qui arrivent, qui vendent dans les services et même dans les bureaux d'hôpitaux. C'est pas, non seulement c'est pas éthique, mais il est noté dans les règlements. Parce que lorsqu'on regarde normalement comment ça s'appelle encore, les règlements généraux des institutions, il est écrit, c'est parce que ça n'a jamais été légalisé encore, mais il est écrit que normalement, aucune vente ne devrait être faite au sein des institutions de santé. On ne devrait pas tolérer, mais cela se fait. Barbara, une question. Et Barbara? Yes, I'm going to speak English because it's easier and you can translate. Did I read that there are no laws in Haiti that protect confidentiality, that protect the rights of the patient? I saw something that said there were no laws. Can you clarify that? Let me translate to Marlène. Elle dit Please. que dans la présentation, elle a lu qu'il n'y a pas de loi pour protéger la confidentialité. Non, il n'y en a pas encore. Not yet. Non, not yet. Not yet. Barbara? Yes. Marlène, c'est not yet. Il n'existe pas de loi spécifique sur le droit des patients. Non. So Hello, Claudia. I have a question. This is Fran. Mais I have a question. So, if there's no law, is it something that is being so in school? Like, is it something that's being taught, or do the nurses know about the confidentiality for patients, or it's just because there's no law, so it's not being followed? François, comme tu parles français, Oui, j'allais demander à Marlène, j'ai dit ça pour bas. So, Marlène, c'est Françoise. J'aimerais juste savoir, bonjour Françoise. Ça va? Je voulais juste te demander si, bon, je sais qu'il n'y a pas vraiment une loi en Haïti du point de vue confidentialité, mais est-ce que ça c'est un sujet qui se discute dans les écoles? Est-ce que les infirmières ils sont au courant de oui, il y a quand même une loi où il faut être confidentiel avec l'esprit des patients? Mais est-ce que ça se discute dans les écoles ou parce qu'il n'y a pas de loi, on n'en discute pas? Ça se discute parce qu'il y a les dispositions pour la protection des droits des patients. Il y a des dispositions qui sont là. Les lois ne sont pas encore votées. C'est parce que c'est un problème, c'est un autre problème, mais il y a des dispositions qui sont là. Les infirmières savent exactement, même à l'école, les infirmières, tout est déjà dit. Peut-être que la loi n'est pas votée, mais il y a des dispositions qui sont prises pour les droits des malades. OK. Supposons qu'une infirmière... Can I quickly
can you quickly tell me what the answer was? So there is, although there's no law, like really law, you know, talking about like HIPAA and patient confidentiality, Right. but there are, you know, the nurses know, like based on schools, you know, that they are taught that yes, you know, there's a certain rights that protects patients that are being discussed, you know, all throughout, but it's just not, it has not been finalized and the law has not been finalized yet. Okay, let me ask you a question, and then I'll let. This lecture, Marlene, was superb. It really was just excellent. Would it be possible for Nexi to put this make a little pamphlet that with you as the author of this lecture, just to put it into, you know, paragraph form or just the form, and make hundreds of copies of them, which we can get done here without it being too great a cost, to distribute? I mean, I thought this was wonderful. Oui. I mean, compris, Marlene? Later, but this is for many years, I worked in. Oui, c'est possible, Barbara. Je le fais. Je te l'envoie quand tu pourras imprimer et puis faire. Et pour les principes déontologiques et en règle générale, ce qu'il faudrait. Peut-être pas toute la présentation, mais ce qui est important. Les principes déontologiques, oui. En règle générale, ce que l'infirmière doit savoir pour comment se comporter dans les soins et ce qui est normalement acceptable et inacceptable. Barbara? Yes. Remember what we did for Madame Bois? L'éthique professionnelle? We did. I know that we have those. This lecture was included much more. Okay, that's okay. We understand. We can. But a little flyer that got handed out, that was given to every nurse, that was given in the nursing schools, with this lecture. It's more than I remember the poster very well, but if we made a flyer with all of this, because there's much more, and we can hand it out to all nursing students, nurses. Yes. Mais je crois aussi que tant qu'il n'y aura pas des sanctions, tant que les infirmières ne seront pas sanctionnées comme ça va toujours continuer. Parce que ça se fait. On le voit, les infirmières. Oui, c'est tout le temps. Si on ne prend pas des strations. Et le problème, c'est que l'infirmière on peut la renvoyer d'une institution, elle va dans une autre, elle recommence encore. On parle des infirmières, mais je suis sûre que c'est pour tous les professionnels de la santé. C'est pas seulement puisqu'on est des infirmières, mais ça se fait tout le temps. C'est des fausses notes, ils n'ont pas vu le patient, ils n'ont pas consulté, puis ils écrivent qu'ils l'ont vu, qui va très bien. Ça se voit tout le temps. We always, until the nurse will not have any sanction, like, you know, we draw the license, they're still going to pursue the same behavior. So that's why we need to go higher, and we need to have a board of nurses, so we can say, okay, you know, Marlene, you did this and this, give me back your license. You cannot work as a nurse anymore. But that's not law yet. That's what you need to have. Can Marlene do that now? Maintenant, est-ce que possible que Marlene ait une licence? Oui. Oui, mais tout ce qu'on dit là figure dans le document de l'ordre des infirmières, que ce soit pour les sanctions à savoir, parce que normalement, il faut l'ordre pour régulariser les choses. Donc, tant qu'on n'a pas l'ordre, ce sera encore un peu difficile. C'est d'une institution à une autre que les règlements, donc les décisions doivent être prises. Mais là, avec l'ordre, ce serait plutôt national. I think I understood most of that. Are there other questions? I've been taking all the time. Madame Amazon, bienvenue. Does everybody know everybody who is here? And bonjour. No. Madame Amazon, bonjour. Bonjour, Beatrice.
Marlene, of course, Claudia in the back, and Sandy was on, and Fran is on the telephone. D'autres questions? Question? Elle est à New York. Pas de questions, ça va? On va habituellement. Pas de questions? Ok, parfait. OK. Okay. Merci. Merci, Barbara, we're done. Marlène. Merci. À Thank you. bientôt. Bye-bye. Bye. Wednesday, oui. Bonne fin de journée. Journée, elle n'a pas commencé. Bon weekend. Ok. Okay. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Okay. Okay. Moi, j'ai beau faire ça, c'est peut-être mal, mais c'est une chose pas. Merci for me. Yeah. Good question. Bakalan sa damo.